Le président de la République présente dans un tweet ses condoléances aux familles des victimes de l'accident survenu à Cheguet. Le Premier ministre affirme à l'occasion de la 5e table ronde des Nations Unies sur les industries extractives que la Mauritanie est un pays minier par excellence. La route Nouakchott-Boundri officiellement mise en service par le ministre de l'Équipement et des Transports. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, et suite à l'accident douloureux survenu hier dans la zone de Cheguet, qui a coûté la vie à un certain nombre de nos concitoyens, le président Mohamed Chérif El Ghazouani a présenté aujourd'hui, à travers un tweet, ses condoléances aux familles des victimes de l'accident. Le président de la République a par ailleurs réitéré son appel aux orpailleurs, les invitant à faire preuve d'une grande prudence et de strict respect des mesures de vigilance et de sécurité. Ce lundi, le Premier ministre Mohamed Bilal a saisi l'opportunité de la 5e table ronde des Nations Unies sur les industries extractives pour souligner que cette dernière était et demeure un fort levier de la croissance économique dans notre pays. Cette conférence virtuelle se tenait dans la capitale libanaise, Beyrouth. Bokar Baylaba pour le compte-rendu. Le secteur de l'extraction occupe une grande place dans les économies des pays arabes. En d'autres termes, les industries extractives stimulent la croissance à travers les retombées positives des exportations. Dans le discours prononcé à l'ouverture de cette table ronde, le Premier ministre, M. Mohamed Bilal, a souligné que les industries extractives constituent un fort levier de la croissance économique dans notre pays et peuvent contribuer pleinement à réaliser les objectifs du développement durable. Il a rappelé que la Mauritanie est un pays minier par excellence. C'est ainsi qu'elle dispose de 1000 indices miniers touchant divers groupes de minerais, avec 2 milliards de tonnes de réserves confirmées de gisements de fer et 25 millions d'onces d'or. À cela s'ajoutent le cuivre et les phosphates et les métaux précieux de base, ainsi que des ressources importantes de gaz en cours de développement dans le champ Grand Tortue Ahmeyim, commun entre notre pays et le Sénégal. Dans ce contexte, le Premier ministre Mohamed Bilal a fait savoir que la Mauritanie a mis en place un cadre juridique et législatif garantissant la transparence et la bonne gouvernance dans ce domaine et favorisant le renforcement du socle d'attractivité du pays pour les investissements directs étrangers. Il a précisé que la Mauritanie déploie de grands efforts pour renforcer les incitations et assurer le développement intégré des équipements et services, ainsi que pour la mise à niveau des ressources humaines, en mettant l'accent sur la formation technique et professionnelle, en plus du renforcement de l'expertise nationale. À cet égard, l'objectif stratégique est de doubler le niveau d'accès à l'électricité d'ici 2030 et augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à pas moins de 50%. Le Premier ministre a aussi indiqué que l'augmentation significative de la production d'or et des revenus du gaz devrait favoriser le développement des secteurs de l'éducation et de la santé et lutter contre la pauvreté. La table ronde a été également marquée par d'autres interventions, celles faites par le ministre saoudien de l'énergie, Abdelaziz Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed, et de la secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, Rola Dachti. Tous ont mis l'accent dans leurs allocutions sur l'efficacité de la gouvernance des industries extractives, le renforcement de la transparence, une meilleure mobilisation des ressources nationales et sur la promotion d'une croissance inclusive qui permette de répondre aux besoins des populations tout en protégeant l'environnement. Autre conclave, celui qui a réuni ce matin autour du ministre des Finances, le Comité national de suivi et d'exécution du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus. Mohamed Emin Déby a indiqué que cette 6e réunion est la première de l'année en cours et vise à se pencher sur le bilan de 10 mois de gestion de ce fonds. Abdullah Damaba.
Le Comité national de suivi pour la mise en œuvre du Fonds de solidarité sociale pour la lutte contre le coronavirus s'est réuni pour la 6e fois dans le cadre de ces rencontres périodiques. Ces rencontres constituent la première de ce comité pour l'année en cours. Il s'est tenu en présence des membres du comité de pilotage de ce fonds. Le ministre des Finances, Mohamed Lamine Ould Dahabi, a déclaré que ce comité a été mis en place par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, dans le cadre de sa mission de suivi des modalités de décaissement des allocations de ce fonds. Il a ajouté qu'en raison de la préoccupation du président de la République pour la transparence dans la gestion des fonds, ce comité de suivi a été érigé dans cette optique qui travaille, dit-il, par la publication de rapports détaillés et réguliers tous les 2 mois. C'est à la suite de l'approbation des décaissements. Le ministre des Finances a par ailleurs précisé que les recettes de ce fonds à ce jour sont estimées à 6,22 milliards de la Nouvelle-Ougouya, dont les cotisations sont reparties comme suit: 32% venant de l'État, 22% des partenaires au développement, 22% de contributions issues des institutions publiques comprenant les secteurs publics et privés, et enfin 24% de dotations de pays frères et amis, d'organisations internationales et non gouvernementales. Rappelons que le ministre des Finances a en outre spécifié que 4,98 milliards de la Nouvelle-Ougouya constituent le montant qui a été dépensé à ce jour. Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadirou Hamed, participait, lui, ce matin par visioconférence aux travaux de la 54e session du Conseil des ministres arabes de la Santé qui se tient au Caire, en Égypte. L'occasion pour lui d'exprimer la disponibilité de la Mauritanie d'interagir positivement avec les recommandations techniques qui seront inscrites à l'ordre du jour de cette session. Amina Khlil. La 54e conférence des ministres arabes de la santé se tient cette année au Caire. Elle vise à renforcer la coopération entre les pays arabes afin de faire face aux multiples défis existants sur le plan sanitaire, particulièrement dans un contexte mondial marqué par la Covid-19. M. Mohamed Nadirou Hamed a affirmé que les travaux de cette conférence interviennent dans une conjoncture mondiale marquée par l'existence de nombreux défis d'ordre sanitaire. Il a appelé les ministres arabes de la santé à conjuguer leurs efforts et coordonner de façon efficiente avec les organismes spécialisés sur le plan international. Ceci, poursuit le ministre, permettra de renforcer la prévention, la supervision et le développement des moyens de dépistage et de traitement. Le ministère de la Santé a ajouté que notre pays a pris en 2019, lors de la première apparition du coronavirus, une série de dispositifs et mesures s'inscrivant dans un plan intégral et multidimensionnel. Ce plan a permis à notre pays d'éviter beaucoup de risques et de dégâts généralement associés à la pandémie. Les ministres arabes de la Santé échangent sur nombre de sujets, notamment les expériences positives, les réussites de certains pays et les moyens de les généraliser aux pays qui peinent à faire face à la pandémie, ainsi que la mise en place d'une vision consensuelle concernant tous les sujets ayant un impact positif sur la santé du citoyen arabe de manière générale. Le ministre de la Santé avait également tenu ce jour une réunion avec le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azour, Mohamed Mahmoud Bouassria, et le représentant de l'UNICEF à Nouakchott. La réunion a discuté des mécanismes de partenariat relatifs à la prise en charge de la nutrition des enfants de moins de 5 ans, et ce, dans le but de garantir la disponibilité de ce mécanisme durant les semaines à venir. Elle est opérationnelle depuis un certain temps, mais sa réception et son inauguration officielle ont eu lieu seulement aujourd'hui. Il s'agit de la route Boumri-Nouakchott. En effet, le ministre de l'Équipement et des Transports a supervisé aujourd'hui, depuis la commune de Malal, le coup d'envoi de la mise en service de ce tronçon de 155 km. Il était en compagnie de son collègue des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, ainsi que de l'ambassadeur de l'Union européenne à Nouakchott, Mohamed Khattat. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudoukan, et son homologue de l'équipement et des transports, M. Mohamed Ahmedoum Hamid, ont procédé ce matin en compagnie de son Excellence, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, M. Giacomo Dorazzo, à la coupure du ruban symbolique inaugurant l'exploitation du deuxième tronçon de la route Nouakchott-Bombi, en présence du président du conseil régional de la wilaya du Trarza et du maire de Mbalal.
L'occasion pour le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ahmedou Hamid, d'indiquer que son département s'efforce d'accélérer les travaux au niveau de plusieurs projets routiers en veillant aux normes de qualité dans les différentes étapes de leur exécution. Une approche, dit-il, qui a permis d'achever le présent projet qui s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant le désenclavement à l'intérieur et à l'extérieur et la promotion de l'intégration sous-régionale en construisant des axes routiers reliant la Mauritanie aux pays voisins. C'est également, poursuit-il, une preuve palpable, si besoin en est, de la coopération fructueuse entre la Mauritanie et l'Union européenne, notamment dans le domaine des infrastructures de base. De son côté, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, son Excellence, M. Giacomo Dorazzo, s'est félicité de la réalisation de ce maillon important de cet axe transafricain qui vient promouvoir le commerce et l'intégration régionale, mais aussi pallier aux insuffisances en termes de connectivité physique. Cet axe facilitera le commerce transfrontalier entre la Mauritanie et le Sénégal, que ce soit pour l'approvisionnement en produits alimentaires régionaux ou le commerce de bétail en import et en export. Il participera au désenclavement de la zone de production agricole située le long du fleuve Sénégal, tout en reliant par le sud les axes du triangle de la pauvreté à la capitale mauritanienne. Le président du conseil régional de la wilaya du Trarza a à son tour loué cette réalisation, soulignant que cette route est en fait la façade nous reliant aux pays subsahariens, à l'Union européenne et au Maghreb. Le maire d'Ombalal a également salué la construction de cette route Nouakchott-Mombri, rappelant que c'est un axe dynamique qui sera désormais rassurant, autant pour les personnes que pour les marchandises, donnant un véritable coup de pouce au développement local et à la croissance économique, impactant positivement les conditions de vie des populations. Il est à noter que ce projet est financé par un don à hauteur de 68 millions d'euros par le 10e et le 11e FED, le Fonds européen de développement, et qu'il s'inscrit dans le cadre stratégique des efforts engagés par la Mauritanie pour assurer son désenclavement interne et externe. Direction à présent la ville de Sidi Babi, dont les autorités administratives et les acteurs de la société civile ont eu leur part de sensibilisation sur la nouvelle loi régissant les associations, réseaux et fondations. C'est dans le cadre d'une journée de concertation et d'échange organisée par le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Abdullah Damaba. Les autorités régionales et sécuritaires, les acteurs de la société civile au Guirimaha prennent part à cet atelier d'échange et de concertation sur l'application de la loi numéro 004-2021 relative aux associations, aux fondations et aux réseaux. Il constitue une opportunité de familiariser les participants des contours de cette nouvelle loi, les édifier sur les objectifs visés pour avoir une idée réelle des ONG, leur spécialisation, leur domaine de compétences et d'intervention, les conditions d'agrément entre autres. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Mohamed Hassan Oul-Bohreis, a indiqué que le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation est responsable de l'administration de ce nouveau système déclaratif qui remplace celui de l'autorisation. Cette loi, souligne-t-il, aussi fixe les conditions d'obtention du statut d'association d'utilité publique, détermine les accréditations d'organisations étrangères constituées par des étrangers, ainsi que les conditions de création des fondations, entre autres. Le Wali di Guidimaha, Teiboul Mohamed Mahmoud, a pour sa part mis en avant la nécessité de s'informer sur cette nouvelle loi grâce à ses interventions et exposées. Pour sa part, le président du conseil régional du Guidimaha, Issa Koulibaly, a affirmé que cette concertation est d'une importance capitale au profit des acteurs de la société civile dans le cadre de leurs efforts pour le développement socio-économique du pays. Le maire de Sidi Babi, Mohamed Valoul Mekhala, a quant à lui fait part de sa satisfaction pour cette initiative ainsi que cette nouvelle loi relative aux associations et regroupements. Rappelons que cet atelier dure une journée. Nous revenons à Nouakchott où nous allons nous rendre directement au Collège de la Défense du G5 Sahel. Cet établissement a abrité ce matin les travaux d'un atelier de formation destiné aux chefs de service des forces armées et de sécurité ainsi que de la force conjointe du G5 Sahel. Bokar Bailaba. La rencontre vise à renforcer la présence féminine dans les instances relevant du G5 Sahel. Il s'agit de la mise en œuvre d'engagements internationaux et de recommandations des Nations Unies sur la nécessité d'intégrer la femme dans les structures de défense et de sécurité,
ce qui représente un choix pratique et stratégique de la lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier dans la zone du Sahel. La promotion du genre constitue un pilier de l'approche inclusive de la stratégie multidimensionnelle de développement et de sécurité du G5 Sahel. La feuille de route de la présidence mauritanienne qui vient de s'achever, sous l'impulsion de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République, a traduit cette priorité à travers le financement de projets d'appui à l'autonomisation des femmes dans les zones vulnérables. Je tiens à saluer cette initiative du secrétariat exécutif du G5 Sahel et l'appui apporté à cette session de formation par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes. C'est aussi le lieu de remercier l'Union européenne et tous les autres partenaires techniques et financiers pour leur engagement constant du côté du G5 Sahel. Pour le G5 Sahel, plusieurs avancées ont déjà été réalisées, dont la présence d'une conseillère genre au secrétariat exécutif et l'élaboration d'une politique genre du G5 Sahel. À ce jour, le G5 Sahel a déjà mis en œuvre un certain nombre d'avancées concrètes, comme la présence d'un conseiller genre au sein du secrétariat exécutif, l'élaboration de la politique genre du G5 Sahel, la formation en genre du personnel du G5 Sahel, la formation en genre des forces de défense et de sécurité, la mise en place de la plateforme des femmes du G5 Sahel. Depuis le début de la mise en œuvre du plan d'action pour l'intégration des femmes en uniforme, nous avons enregistré des résultats comme la présence de la première femme ici même au sein du Collège de défense et la nomination de la première femme chef de plateforme de coopération en matière de sécurité. Pour le système des Nations Unies en Mauritanie, l'intégration des femmes représente un avantage opérationnel et stratégique certain pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée dans la région du Sahel. Certes, les femmes sont aujourd'hui présentes dans les forces de sécurité et de défense des pays de G5 Sahel. Mais les acquis doivent être consolidés pour contribuer à une représentation effective des femmes et à l'égalité des sexes dans les forces de défense et de sécurité. Dans cette perspective, il est essentiel de permettre aux femmes d'avoir les mêmes déroulements de carrière et opportunités que leurs homologues masculins. De son côté, l'Union européenne s'est engagée à promouvoir la participation du personnel féminin aux opérations militaires et de sécurité. L'Union européenne s'est ainsi engagée à promouvoir la participation du personnel féminin aux opérations de sécurité et militaires. L'Union européenne a mis en place, au sein de ses délégations dans les pays du G5 Sahel, un groupe thématique genre afin de garantir des échanges réguliers avec le secrétariat exécutif sur les questions femmes, paix et sécurité. Nous félicitons le secrétariat exécutif du G5 Sahel pour l'organisation de cette formation régionale qui permet d'associer les opérationnels sur les questions de genre. La rencontre permettra pendant 3 jours d'échanger, réfléchir et proposer des mécanismes internes propres à améliorer la gestion des effectifs allant dans le sens de l'atteinte des objectifs du millénaire sur le genre. Et dans le domaine administratif, les directeurs des ressources humaines et les chefs des secrétariats centraux des ministères ont de leur côté débuté ce lundi une session de formation du programme de perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'État. Cette formation, qui va s'étaler sur 1 mois, inaugure la 2e phase de formation des commis de l'État. Fatimetou Moulaïzen. L'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature a abrité aujourd'hui le lancement de la 2e session du programme de perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'État. Une session qui est organisée au profit des directeurs des ressources humaines et des chefs des secrétariats centraux des ministères, au cours de laquelle ils suivront 1 mois durant des exposés académiques et professionnels présentés par des experts et spécialistes dans le domaine. L'occasion pour le conseiller du Premier ministre chargé des affaires administratives, président du comité de formation, M. Mohamed Danoul Babba, d'affirmer que cet atelier de formation vise à redynamiser l'administration centrale à travers le renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l'État
pour mieux servir le citoyen. Ce programme de formation vise également à lutter contre les mauvaises pratiques et comportements répandus chez certains fonctionnaires. Il est vrai que la formation mise en place pour les fonctionnaires et agents de l'État devient nécessaire et est dictée par les nouvelles méthodes de gestion publique. D'où l'appel du directeur général de l'École nationale de l'administration, du journalisme et de la magistrature adressé aux participants à la session de tirer le maximum de profit de la formation en ce sens qui se base sur le professionnalisme. Le programme de perfectionnement et de formation continue des fonctionnaires et agents de l'État permettra d'améliorer leurs capacités et leur rendement au niveau de l'administration publique, ce qui leur permettra de mieux servir le citoyen. L'actualité nationale marquée par ailleurs ce lundi par la commémoration de la Journée internationale du consommateur, marquée chez nous par la présentation d'exposés sur les prestataires de services et les secteurs agro-pastoraux et le rôle dans la sécurité alimentaire. Amina Khalil. La célébration de la Journée mondiale des droits du consommateur se fait cette année sous le thème « Lutter contre la pollution plastique ». L'activité, célébrée le 15 mars de chaque année, a été l'occasion de présenter divers exposés sur la mise à disposition des services et la satisfaction du consommateur, ainsi que l'agriculture et l'élevage, et leur rôle dans l'autosuffisance et la sécurité alimentaire d'un côté, et de l'autre côté, la pollution et son danger pour la vie humaine et celle des animaux. Ouvrant la rencontre, le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, M. Ahmed Saad Moulbouhedda, a précisé que la Journée internationale du consommateur, célébrée internationalement sous le thème « Lutter contre la pollution plastique », est célébrée en Mauritanie sous le thème « Vers un produit local non contaminé ». Moulbouhedda a saisi cette occasion pour rappeler l'importance particulière qu'accordent les pouvoirs publics à la protection du consommateur. De son côté, le représentant de l'Union nationale du patronat mauritanien, président de la Fédération mauritanienne des boulangeries et pâtisseries, a affirmé l'intérêt qu'accorde la Fédération aux consommateurs et son attention particulière pour l'organisation du marché et la stabilité des prix. Le président du Forum du consommateur mauritanien, M. Khalilou El-Khairi, a loué les mesures, compris les pouvoirs publics, dans la protection du consommateur mauritanien, des mesures que concrétise l'adoption de la loi relative à la protection du consommateur. Le président du Forum des acteurs non gouvernementaux, M. Mohamed Ould Sidi, a affirmé que l'organisation des festivités commémorant le 15 mars de la part de l'Union nationale du patronat mauritanien renferme plusieurs messages pourvu que les hommes d'affaires sont ceux qui fabriquent le produit national et donc les premiers concernés par la bonne qualité de ce produit. En marge de la cérémonie a été décoré M. Mohamed El-Mustafa Ould Ali, directeur de la protection du consommateur et de répression de la fraude au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme de la part du Forum du consommateur mauritanien, et ce, en hommage à sa contribution active à la protection du consommateur et la mise en œuvre des mécanismes le permettant. Kankossa, dans la wilaya de Lassaba, le chef-lieu a été doté d'un bâtiment destiné à abriter les bureaux de la Moukata. Il a été inauguré par le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Ahmed Dahi. Ce n'est pas tout, il a également supervisé la réception de 4 salles de classe qui vont contribuer à désengorger les établissements scolaires à Kankossa. Plus à l'est, précisément dans la ville de Tamshakat, relevant de la wilaya du Had El Gharbi. Le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Ould Dahi, avait inauguré le nouveau centre de santé de la ville. La secrétaire sanitaire, la structure plutôt sanitaire,
comprend, outre les salles de soins, une chambre d'hospitalisation, une salle d'accouchement, un laboratoire d'hématologie et un dépôt pharmaceutique. Cela, entre autres services. Le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, a déclaré que sa visite s'inscrit dans le cadre du suivi d'exécution des projets de développement dans le pays, soulignant l'importance de leur maintenance. Il a passé en revue un certain nombre de projets déjà réalisés ou en chantier destinés à améliorer le niveau des services de base. Démarrage ce matin à Nouakchott d'un atelier de formation sur les outils d'évaluation des laboratoires organisé par la Direction générale de la régulation, l'organisation et la qualité des soins et des services. La formation vise à préparer les participants à conduire l'évaluation du système national des laboratoires en utilisant les outils développés par l'Organisation mondiale de la santé. Abdullah Damaba. Permettre aux participants à cet atelier d'être aptes à mener une évaluation du système national des laboratoires en se basant sur les outils développés par l'Organisation mondiale pour la santé OMS. Tel est l'objectif de ces rencontres à laquelle prennent part les directeurs centraux responsables d'établissements sanitaires publics et acteurs de ce secteur, entre autres. Ainsi, le secteur de la santé œuvre afin de permettre aux analyses de biologie médicale d'être en mesure de répondre aux attentes dans le cadre du diagnostic, du traitement, du dépistage et de la prévention des maladies. L'objectif de cette évaluation du système national des laboratoires sera d'identifier les forces, faiblesses et opportunités permettant une meilleure vision de la politique des laboratoires. Cette activité contribuera aux atteintes des objectifs de la politique sanitaire nationale qui s'inscrit dans les orientations de la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. À la suite de l'évaluation conjointe externe réalisée en 2017, il ressort de l'évaluation conjointe externe qui a été réalisée en 2017 que le système national des laboratoires devrait être mieux organisé, avec un engagement dans les programmes d'évaluation de la qualité des laboratoires, mais aussi le développement de normes standardisées et d'un réseau national de laboratoires fonctionnels à travers une vision politique et un plan stratégique bien défini. Le présent atelier de formation qui nous regroupe ici aujourd'hui va développer les outils d'évaluation de ce système justement. Rappelons que cet atelier s'étale sur 5 jours. La Chambre nationale de l'artisanat et des métiers a organisé ce matin à la Maison de la Culture de Nouakchott les opérations de vote pour le renouvellement de ces structures par l'élection de ces 3 fédérations. Le processus de vote qui s'est déroulé par bulletin secret en présence des candidats a été marqué par la transparence et l'esprit de saine compétition. Un parterre de 167 délégués représentant toutes les mouratas du pays ont pris part à l'élection des représentants de chacune des fédérations nationales de l'artisanat et des métiers, de la Fédération nationale des femmes, ainsi que la Fédération nationale de l'artisanat. Cette élection intervient suite à une convocation émise par le ministère de la Culture, l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, conformément au texte et sous réserve que chacune des fédérations élise 20 consuls pour participer à l'élection des représentants à la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers, qui procédera ultérieurement à l'élection de son bureau exécutif. Voilà, nous refermons cette page du journal par la situation Covid-19 dans notre pays. Ces dernières 24 heures, les services du département de la santé ont enregistré un décès, 19 nouvelles contaminations et 17 rémissions. Voilà, ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. Le président de la République présente dans un tweet ses condoléances aux familles des victimes de l'accident survenu à Chegat. Et le Premier ministre affirme à l'occasion de la 5e table ronde des Nations Unies sur les industries extractives que la Mauritanie est un pays minier par excellence.
Enfin, la route Nouakchott-Boumbri officiellement mise en service par le ministre de l'Équipement et des Transports. Dans quelques instants, retrouvez votre émission Zoom sur, présentée par Adaï Khetala. Bonne soirée.